Le 24 février 2022, la Russie a lancé ce que le président Vladimir Poutine a décrit comme une opération militaire spéciale. L'objectif était simple, prendre rapidement Kiev et forcer l'Ukraine à se rendre en quelques jours. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Voici comment l'invasion a commencé, heure par heure, et comment le plan de Poutine et de l'armée russe s'est effondré presque immédiatement. Premier jour, 2 heures. Heure locale de Kiev. Les stations de la CIA américaine, dissimulées dans des abris souterrains, près de la frontière biélorusse et russe, et coordonnées avec les renseignements ukrainiens, remarquent une forte hausse de l'activité radio et cellulaire russe. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, fait une annonce publique stupéfiante. La Russie va envahir l'Ukraine. La question n'est plus de savoir si, mais quand. En Ukraine, les unités de défense territoriale ont déjà été mobilisées, bien que beaucoup critiquent le retard dans leur activation la semaine précédente. 3 heures. Les États-Unis avertissent l'ONU que l'invasion russe de l'Ukraine est imminente. À Kiev, des forces spéciales russes sont découvertes et attaquées par des civils, des policiers et des militaires de Kiev. Les forces spéciales russes subissent de lourdes pertes et sont en grande partie contraintes d'abandonner leurs objectifs. 4 heures. Des explosions sont signalées le long de la frontière avec la Biélorussie et dans l'est de l'Ukraine. Les renseignements américains d'origine satellitaire et humaine confirment des préparatifs pour une attaque aérienne massive depuis les aérodromes biélorusses et russes. Les indications montrent que les Russes tenteront de s'emparer des aéroports clés à l'extérieur de Kiev avec des forces d'assaut héliportées. Et ensuite, ils commenceront à acheminer rapidement des renforts par transport aérien traditionnel. 5 heures. Dans le nord-ouest de la mer Noire, la Russie déclare une interdiction totale du trafic maritime. L'Agence fédérale russe pour le transport maritime et fluvial déclare ensuite la suspension de tout trafic maritime en mer d'Azov, en raison des opérations antiterroristes en cours menées par la flotte de la mer Noire. Vladimir Poutine apparaît ensuite à la télévision nationale, annonçant le début d'une opération militaire en Ukraine. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Alors que Poutine s'adresse au peuple russe, les forces russes conventionnelles commencent à franchir la frontière biélorusse-ukrainienne et la frontière russo-ukrainienne. Les forces ukrainiennes ne contestent pas la plupart de ces incursions, préférant utiliser le terrain et tendre des embuscades aux colonnes qui avancent lentement. Cette stratégie semble fonctionner, car quelque part dans le nord de l'Ukraine, un soldat de la défense territoriale aligne sa mire sur un hélicoptère russe intrus. Le Stinger, fabriqué aux États-Unis, emploie une unité de batterie et de refroidissement, et du gaz argon sous pression pour refroidir l'autodirecteur à des températures extrêmes, ce qui fait ressortir la signature infrarouge de l'hélicoptère dans le ciel frais comme un soleil éclatant. Le missile utilise ensuite des capteurs infrarouges et ultraviolets pour verrouiller sa cible. L'hélicoptère d'attaque russe Ka-52 tire automatiquement des leurs dès qu'il détecte qu'il a été verrouillé. Mais le chercheur du missile n'est pas dupé et frappe l'ensemble du rotor supérieur, envoyant l'hélicoptère s'écraser en spirale au sol. Simultanément, la guerre électronique russe cible massivement les équipements ukrainiens. Les radars et communications radio de défense aérienne sont très dégradés. Des missiles de croisière calibre frappent des sites de défense aérienne abandonnés 24 heures plus tôt, les défenseurs ukrainiens se déplaçant souvent pour éviter d'être ciblés. Dans les jours précédant la guerre, la campagne de guerre électronique russe est extrêmement efficace, paralysant la capacité de l'Ukraine à coordonner efficacement sa réponse. Des frappes de missiles et des frappes aériennes contre les tours du réseau cellulaire commencent et se poursuivront pendant les 48 prochaines heures. Mais ce succès se retourna vite contre les Russes par leur propre faute. Les agents du renseignement russe, infiltrés dans la campagne ukrainienne des jours ou semaines avant l'invasion, constatent qu'ils ne peuvent communiquer avec leur quartier général. Ils comptaient sur les réseaux cellulaires ukrainiens pour communiquer, et ceux-ci sont systématiquement détruits par l'armée russe. Ce manque de coordination et de planification entre les différentes branches de l'armée et du renseignement russe entraînera l'incapacité d'exploiter des avantages cruciaux dans les jours à venir et sabotera activement les objectifs tactiques russes d'avant-guerre. C'est à ce moment-là que les missiles russes commencent à frapper Kiev, Kharkiv et des sites de défense à travers Odessa. 05h20. Des frappes aériennes et de missiles russes touchent des aérodromes autour de Kharkiv et des cibles militaires à Kramatorsk et Sloviansk. 05h30. La loi martiale entre en vigueur dans tout le pays sur décret du président Zelensky. 06h00. Des missiles russes. Calibre vise l'aéroport de Hostomel et la base voisine de la garde nationale,
mais les frappes sont en grande partie inefficaces. 06h16. Des explosions secouent l'aéroport de Borispil, visant les infrastructures militaires, les avions, les abris et les avions cargo civils. L'arrivée confirmée des unités d'assaut aérien russes force les défenseurs ukrainiens à se redéployer vers les aéroports, mais la réaction reste lente à cause de la confusion et des interférences électroniques russes avec les réseaux de communication. 06h34. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine confirme publiquement que les forces russes ont envahi l'Ukraine depuis le nord et l'est. En mer Noire, une petite escadre de navires russes fait route vers l'île stratégiquement importante de Zmiïny, également connue sous le nom d'île aux serpents. 07h00. Le croiseur lance-missile russe Moskva et le patrouilleur Vassili Baïkov dirigent la force amphibie visant l'île aux serpents. L'île est d'une importance stratégique pour le contrôle des parties nord-ouest de la mer Noire et l'accès à Odessa, un port commercial crucial pour l'Ukraine qui lui permet d'accéder aux marchés mondiaux. Sur l'île, 13 gardes frontières ukrainiens reçoivent l'ordre de se rendre au groupe opérationnel russe. La réponse radio, désormais célèbre, est diffusée à travers le pays et le monde. Navires de guerre russes, allez vous faire foutre. Les navires russes commencent à bombarder l'île, tandis qu'une petite force amphibie de fusiliers marins russes lance un assaut. Plusieurs soldats ukrainiens, dont les auteurs du célèbre message radio de résistance, survivent à l'assaut et sont capturés. Ils seront ensuite libérés lors d'échanges de prisonniers, leur message repris mondialement lors de manifestations pro-ukrainiennes. Également, vers 7h du matin, une attaque russe massive commence à avancer vers Kharkiv depuis Belgorod. L'attaque principale cible Kharkiv, une secondaire vise Vovchansk, avec des plans pour poursuivre jusqu'à Touiv. 09h30. Les frappes aériennes russes visent les aérodromes ukrainiens, compliquant l'armée de l'air ukrainienne contre les incursions russes. D'autres frappes ciblent les centres de commandement ukrainiens pour paralyser leur armée. La Russie suit une stratégie proche des États-Unis lors des 2 invasions de l'Irak, mais le manque de coordination, de moyens et d'entraînement la rend partiellement inefficace. L'armée de l'air ukrainienne survivra et repoussera les avions d'attaque russes du centre du pays. Les forces aérospatiales russes rencontrent une résistance inattendue. La campagne de missiles contre les défenses ukrainiennes s'est révélée largement inefficace car elles avaient quitté leur position la veille. L'absence de capacité d'évaluation des dégâts après frappe oblige la Russie à attendre plusieurs jours, voire plus d'une semaine, pour confirmer le succès d'une attaque. À ce moment, la cible est soit très défendue, soit n'est plus à son emplacement. À comparer avec les 15 à 30 minutes de capacité moyenne des forces aériennes américaines. Certains membres de la VVKO russe expriment des doutes quant à leur capacité à mener une campagne aérienne à l'américaine. Selon certains rapports, jusqu'à 4 avions d'attaque auraient été abattus par les Ukrainiens au début de la guerre. La guerre électronique russe, trop efficace pour brouiller les signaux ukrainiens, a empêché la coordination de leurs propres fréquences. Faute de coordination, les unités de brouillage russes ont aveuglé leurs propres radios et radars, sabotant l'avantage recherché. 0930. La force d'assaut aérienne russe visant l'aéroport de Hostomel décolle de l'aéroport VD Bolchoï-Bokov en Biélorussie. L'attaque implique des parachutistes de la 31e brigade d'assaut aérien de la garde, de la 45e brigade Spetsnaz de la garde et, selon certaines sources, d'éléments de la 11e brigade d'assaut aérien de la garde. Les Mi-8 transportent entre 200 et 300 soldats, tandis que la sécurité est assurée par des hélicoptères d'attaque Ka-52 et Mi-24. 10h30. Les forces d'assaut aérien de Hostomel subissent des tirs d'armes légères et de missiles Stinger américains. Plusieurs sont touchés, obligés de rebrousser chemin ou d'atterrir, et un nombre indéterminé a été abattu. 10h45. 5 MiG-29 de la 40e brigade d'aviation tactique ukrainienne interceptent les forces d'assaut aérien de Hostomel. Les chasseurs russes assurent la couverture aérienne des hélicoptères, mais ont du mal à repérer les Ukrainiens avant d'être proches, car ces derniers volent à basse altitude et génèrent ainsi des échos du sol sur le radar. Les Ukrainiens ont détruit 2 hélicoptères et tiré sur les chasseurs d'appui au sol censés soutenir l'assaut, les forçant à se replier. Aucun Ukrainien n'est abattu alors qu'ils prennent la fuite. 11h. La principale force d'assaut aérienne rejoint avec succès l'aéroport de Hostomel, juste au nord-ouest de Kiev. La guerre électronique et les frappes de missiles affaiblissent la défense aérienne de la ville, forçant son redéploiement.
Plusieurs chasseurs bombardiers d'attaque au sol, essentiels à la force d'assaut, ont dû battre en retraite face aux chasseurs ukrainiens. L'assaut héliporté approche discrètement grâce à une épaisse couverture nuageuse. Les défenseurs ne sont prévenus que par le bruit des rotors. Avant les débarquements, les hélicoptères Ka-52 et Mi-24 attaquent à la roquette les positions défensives ukrainiennes. Plusieurs mois plus tard, on apprendra qu'un employé de l'aéroport ukrainien avait transmis aux renseignements russes les positions précises des défenseurs ukrainiens. Cependant, l'attaque à la roquette n'inflige pas de dégâts notables aux défenseurs. À Kharkiv, les Russes tentent un assaut éclair dans la ville. Les blindés légers et unités de reconnaissance russes entrent dans la périphérie de Kharkiv, mais sont pris en embuscade par les réguliers ukrainiens et les forces de défense territoriales. Les défenseurs attaquent pour fragmenter les colonnes ennemies, empêchant les Russes de regrouper leurs forces et leur puissance de feu. Les contre-attaques sont extrêmement réussies, et le plan de la Russie pour prendre Kharkiv dès le premier jour échoue. Cela aura une énorme conséquence stratégique pour le théâtre oriental, augmentant considérablement le nombre de pertes que la Russie subira finalement dans ses tentatives de pacifier l'Est. 11h10. La force d'assaut héliportée visant Hostomel commence à atterrir. Au début, ils ont essuyé des tirs sporadiques de la part des défenseurs ukrainiens, un groupe composé en grande partie de conscrits sous-équipés et sans expérience préalable du combat. En comparaison, l'assaut russe est mené par quelques-unes des rares unités militaires au sein de l'armée russe qui reçoivent un entraînement régulier et complet. Le débarquement est peu contesté, mais la résistance s'intensifie rapidement. Leur atterrissage dans les champs et sur les pistes du complexe aéroportuaire les expose fortement aux tirs défensifs. De plus, l'attaque au sol sur laquelle comptaient les parachutistes n'a été que modérément efficace pour neutraliser les défenses de l'aéroport. Les défenseurs se reprennent et la résistance s'intensifie, causant de lourdes pertes aux parachutistes. 12h00. Des parachutistes russes supplémentaires ont réussi à atterrir, leur permettant de se disperser sur une zone plus large de l'aéroport. Les défenseurs ukrainiens, à court de munitions, doivent battre en retraite après la capture d'un dernier groupe. Au nord de l'aéroport, l'assaut réussit. Un vol de Dix-8 avions de transport Ilyushin IL-76 reçoit l'autorisation de poursuivre sa route vers l'aéroport désormais capturé. Les gros avions cargo transportent des centaines de soldats et des véhicules lourds, dont des chars. Le plan russe est de créer un pont aérien au cœur de l'Ukraine et de sortir de l'aéroport pour capturer Kiev, après avoir rejoint la force d'attaque descendant vers le sud depuis la Biélorussie. C'est stratégiquement ambitieux et, si cela réussit, cela mettra fin à la guerre en 72 heures 12h30. À l'est, les forces russes et leurs supplétifs du Donbass avancent vers l'ouest depuis Donetsk et Louhansk. Ils visent à percer les tranchées ukrainiennes et sécuriser un accès au centre du pays. Cependant, ici, ils font face aux défenseurs ukrainiens les plus aguerris, en conflit permanent depuis l'invasion de 2014. Les tranchées défensives ukrainiennes repoussent de nombreuses attaques, se révélant bien plus difficiles à franchir que prévu par les planificateurs russes. Jusqu'ici, les forces ukrainiennes combattaient surtout des séparatistes du Donbass et quelques groupes de forces spéciales russes. On s'attendait à ce que toute la puissance de la machine de guerre russe puisse écraser ses défenseurs sous les chenilles de milliers de véhicules blindés. Les planificateurs ukrainiens avaient veillé à ce que leurs défenses soient suffisantes pour faire face à une attaque blindée massive. Et avec l'aide des armes anti-chars occidentales, ils ont infligé des pertes catastrophiques aux véhicules russes. 13h. Les civils commencent à évacuer le nord et l'est de l'Ukraine, fuyant l'avancée des armées russes. Cela complique la logistique de l'armée ukrainienne, obligée de circuler sur des routes encombrées de civils fuyants. 15h. Les forces russes affrontent les défenseurs ukrainiens, à l'intérieur de la zone d'exclusion de Tchernobyl. 16h. Les troupes russes, à l'aéroport de Hostomel, ont été attaquées de façon sporadique par les forces militaires ukrainiennes et des civils armés. Le 3e régiment des forces spéciales est envoyé au nord de Kiev durant les préparatifs d'une contre-attaque. La 72e brigade mécanisée les rejoint et lance une attaque pour repousser les Russes avant l'arrivée des avions cargo. À quelques heures de l'arrivée d'une force russe importante, le général Valery Zeloujny ordonne le bombardement des aérodromes par l'artillerie ukrainienne. Le bombardement offre un répit aux parachutistes russes face aux tirs d'artillerie intenses, mais menace désormais de faire échouer toute l'opération. L'artillerie ukrainienne crée des cratères, rendant les pistes sur lesquelles les avions russes doivent atterrir impraticables. Les avions d'attaque devaient fournir des tirs de suppression et éliminer l'artillerie ukrainienne.
Les chasseurs ukrainiens ont survécu à l'attaque surprise russe et parviennent à harceler ou intercepter efficacement les avions russes. Deux choses deviennent de plus en plus claires. Le pont aérien russe devient de plus en plus impossible. En raison de la détérioration des pistes et du manque de soutien, des avions ont été affectés à la mission de fournir un appui aérien aux parachutistes au sol. Les deux conclusions sont valables, mais le problème principal est le manque de capacité des forces aérospatiales russes. La guerre montrera que les avions russes sont mal adaptés à l'attaque au sol, seuls quelques-uns étant bien équipés pour cela. De plus, les pilotes russes sont sous-entraînés, et l'armée russe en général n'est pas capable de mener des opérations interarmes face à une résistance déterminée. 17h30. Les forces russes prennent la zone d'exclusion de Tchernobyl. On leur ordonne de s'enterrer dans le sol radioactif, et beaucoup seront ensuite évacués vers la Biélorussie à cause de maladies dues aux radiations, conséquence du secret russe. On ignore combien de soldats ont été exposés à des niveaux dangereux de radiation, mais la plupart des positions seront ensuite abandonnées. 17h30. La Russie impose un embargo sur le trafic naval le long des côtes ukrainiennes. 18h. Le convoi russe, se dirigeant vers le sud depuis la Biélorussie en direction de Kiev, fait face à une résistance sporadique mais efficace. Les troupes ukrainiennes tendent des embuscades aux véhicules russes grâce au terrain, provoquant des embouteillages ralentissant le convoi. Les pertes russes s'accumulent alors que la pression augmente sur le convoi pour avancer vers Kiev. Malgré les difficultés, un détachement de blindés parvient à se détacher et fonce renforcer les troupes, les parachutistes russes, à l'aéroport de Hostomel. Mais ils n'arriveront que dans plusieurs heures. 19h. Sous l'assaut des forces ukrainiennes, les parachutistes russes ont subi de lourdes pertes. Les Russes font face à deux problèmes majeurs. D'abord, le soutien aérien espéré n'arrive pas en nombre suffisant pour stopper la contre-attaque ukrainienne. Cela est dû à une défaillance du renseignement russe avant la guerre, qui n'avait pas cartographié la véritable force des défenses ukrainiennes autour de Kiev. Ils pensaient que la résistance serait faible, et n'ont pas mobilisé assez de personnel ni de soutien aérien pour la mission. Le second problème pour les Russes est l'abandon d'une grande quantité de matériel de soutien exposé à cause de la résistance farouche. L'artillerie ukrainienne détruit systématiquement munitions, nourriture, armes lourdes, alors qu'elle aurait dû être neutralisée par des frappes aériennes. Au bout de 20 heures, les contre-attaques ukrainiennes parviennent à expulser avec succès les parachutistes russes de l'aéroport de Hostomel. À 22 heures, l'Union européenne et les États-Unis annoncent leur première série de sanctions contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine. Les sanctions sont plus sévères que prévu. La Russie s'attendait à une complaisance occidentale semblable à celle lors de l'invasion de la Crimée en 2014. Pour aggraver les choses, le président russe Vladimir Poutine comptait sur une victoire rapide afin d'éviter un régime de sanctions sévères. Après l'échec à l'aéroport de Hostomel, cela paraît de plus en plus improbable. 23 heures. La Russie impose un gel de toute navigation commerciale en mer d'Azov, sans aucune résistance navale ukrainienne. La marine russe est la seule branche de l'armée russe à avoir atteint les attentes d'avant-guerre. À la fin du premier jour, la Russie a ouvert les hostilités sur tous les fronts. Bombardement de missiles, brouillage électronique, pression navale, assaut terrestre et même sabotage. Ils n'ont pas atteint leur objectif principal, sécuriser une base aérienne près de Kiev. Ils n'ont pas non plus éliminé le gouvernement ukrainien, ni provoqué son effondrement. En abordant le jour suivant, la Russie sait qu'elle doit sécuriser un aérodrome suffisamment longtemps pour faire venir des renforts lourds et faire avancer les colonnes vers Kiev. Avant que la logistique et les embuscades ne les arrêtent, l'Ukraine doit continuer à refuser l'accès aux aérodromes, rendre les routes dangereuses avec embuscades et ponts détruits, et préserver le commandement et le contrôle assez longtemps pour que mobilisation et soutien extérieur s'accumulent. Un mot avant le deuxième jour de l'invasion. Voici notre nouvelle chaîne, où nous analyserons en détail ce qui s'est passé sur les champs de bataille de divers conflits, pas seulement entre la Russie et l'Ukraine. Donc, si vous appréciez cette vidéo, merci d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner et de laisser un commentaire. Quel champ de bataille aimeriez-vous que nous couvrions la prochaine fois? De 0h à 6h. Les convois venus de Biélorussie approchent toujours de Kiev la nuit, mais avancent bien plus lentement que prévu. Les problèmes logistiques commencent à se manifester, car il est évident que une quantité importante d'essence réservée pour l'attaque contre Kiev a été détournée et vendue par les troupes russes à des civils biélorusses. En échange d'alcool, de cigarettes et de nourriture dans les jours précédant l'invasion,
Un problème général de préparation est également évident. Les commandants d'unités russes ne sont pas préparés tactiquement aux opérations de combat, n'ayant été avertis ni préparés que lorsque l'attaque était déjà en cours. Un manque crucial de sous-officiers dans l'armée russe aggrave non seulement les problèmes de commandement et de contrôle. Sans sous-officiers professionnels, un fossé subsiste entre officiers russes et soldats, souvent livrés à eux-mêmes ou exécutant des ordres mal compris. Le résultat final est une offensive vers Kiev qui a ralenti au pas d'escargot, alors que l'armée russe peine, accablée par une logistique, une discipline, une planification et un entraînement insuffisants. Les forces spéciales ukrainiennes mènent des raids punitifs sur les convois russes, semant peur et confusion chez les assaillants. Pensant être accueillis en libérateurs, les Russes affrontent de nombreux partisans menant aussi des attaques de harcèlement. Avant l'invasion, le gouvernement ukrainien a largement distribué des armes à feu à la population du pays. À l'est, l'artillerie russe bombarde lourdement Kharkiv, visant sans distinction les infrastructures militaires et civiles. Dans une tentative de briser les défenseurs, des assauts blindés russes sont de nouveau lancés contre la ville-forteresse du matin à l'après-midi. À Hostomel, les parachutistes russes ont rejoint des forces terrestres venues de Biélorussie et attaquent l'aéroport. Cependant, les véhicules blindés russes sont attaqués par les forces ukrainiennes, ce qui entraîne la destruction de plusieurs colonnes de blindés et de véhicules de combat d'infanterie. Les survivants des embuscades rejoignent une seconde force aéroportée et pénètrent dans l'aéroport de Hostomel, contraignant les Ukrainiens à battre de nouveau en retraite. Les Russes engagent jusqu'à 200 hélicoptères dans ce nouvel assaut, mais leur efficacité reste limitée à cause de mauvais renseignements, du terrain urbain dense et des défenses aériennes ukrainiennes. Les chasseurs russes attaquent Kiev, ciblant surtout les infrastructures civiles et causant peu de dommages aux défenses. Un Su-27 ukrainien est abattu lors de la tentative de repousser les assaillants. Les chasseurs ukrainiens disposent de radars et missiles d'une génération de retard sur les Russes, les plaçant en position désavantageuse en combats aériens. Au sol, des infiltrés russes, vêtus d'uniformes ukrainiens, entrent dans Obolon, au nord de Kiev. Ils veulent prendre le bâtiment du Parlement ukrainien. Cependant, ils sont vite découverts puis éliminés par les troupes ukrainiennes. Les milices ukrainiennes, présentes dans la région de Kiev, participent activement à la défense contre les attaques russes. Des volontaires civils fabriquent des milliers de cocktails Molotov en prévision d'une percée russe dans les défenses de la ville. Selon les renseignements ukrainiens, des sympathisants au sein du FSB russe, opposés à l'invasion, ont divulgué des informations sur une unité spéciale de Kadyrovtsi, se déplaçant vers la périphérie de Hostomel. Affirmant être des troupes d'élite du chef tchétchène Ramzan Kadyrov, le convoi se compose d'environ 1500 combattants et d'équipements lourds. L'assassinat du président ukrainien Zelensky à Kharkiv. L'infanterie légère russe et quelques véhicules de soutien parviennent à s'infiltrer avec succès dans la périphérie de la ville. Les soldats sont surpris de voir des foules hostiles, alors qu'on leur avait promis qu'on les accueillerait avec des fleurs en libérateurs. Les manifestations civiles ont grandement ralenti les convois russes, aidant les défenseurs ukrainiens à se réorganiser et lancer des contre-attaques en périphérie de la ville. Ils ont réussi à stopper l'incursion à Kharkiv dans la soirée. Les forces russes ont repris l'aéroport de Hostomel et contrôlent désormais des points de sécurité dans le nord de la ville. Mais les pistes sont considérées trop endommagées par l'artillerie ukrainienne et les sapeurs pour permettre un atterrissage sécurisé des avions cargo. L'assaut aérien russe a échoué dans tous ses objectifs. Le long de l'axe du Donbass, les troupes russes réalisent des avancées progressives sur les axes Avdiivka, Horlivka et Popasna. La résistance est plus forte que prévu et mieux organisée que ce qui avait été anticipé. Les planificateurs militaires russes pensaient être à plus de 100 km en Ukraine à ce stade, et n'ont pas préparé une campagne longue et difficile. Malgré ces revers, les forces russes du sud commencent à rejoindre celles du sud-est. Une offensive majeure contre la ville stratégiquement importante de Mariupol commence à se dessiner. Le gouvernement ukrainien admet publiquement le risque que Mariupol se retrouve isolé par l'avancée russe. À la tombée de la nuit, il devient de plus en plus évident que des traîtres ukrainiens à l'est ont pris des mesures pour aider l'offensive russe. En divulguant des renseignements sur les mouvements des troupes ukrainiennes et la solidité de leurs fortifications, les traîtres sont motivés idéologiquement ou financièrement. Des groupes de partisans civils traquent systématiquement ces traîtres et infiltrés russes, tandis que le vigilantisme explose dans le pays. Après 2 jours, la Russie avance par endroits, mais la guerre ne se déroule pas comme prévu. L'avancée vers Kiev était ralentie par les embouteillages et les problèmes d'approvisionnement.
Même si la Russie regagne du terrain près des aérodromes de Kiev, elle ne parvient pas à en faire un pont aérien fiable pour acheminer massivement troupes et matériels lourds. Ainsi, la fenêtre d'une victoire rapide se referme à l'approche du lendemain. La Russie doit régler le problème de Kiev en rendant un aérodrome opérationnel ou en réalisant une percée nette au sol près de la capitale, tout en stabilisant sa logistique pour éviter que ses colonnes ne s'arrêtent et soient détruites. Tandis que l'Ukraine doit maintenir le pont aérien hors d'état, continuer à frapper les réserves de carburant, les camions et les convois bloqués, et tenir les villes clés assez longtemps pour que les renforts et le soutien international s'accumulent et renforcent la défense. Troisième jour. Les forces russes venant de Biélorussie s'enlisent dans un bourbier en avançant vers le sud. Les routes sont encombrées par la circulation en raison de mauvaises mesures de contrôle du trafic par les troupes russes, et il y a des pénuries d'essence et de nourriture à cause des soldats qui vendent leurs provisions. Ces deux problèmes, déjà présents en Biélorussie, commencent à avoir un impact opérationnel. L'Ukraine emploie davantage de grands drones armés pour attaquer les véhicules russes, alors que les défenses aériennes russes restent en configuration de transport. Les attaques de drones sont de plus en plus inattendues, un nouveau développement de la guerre que l'armée russe n'avait pas prévu à une telle échelle. Pour contrer la menace des drones de grande taille, la Russie pensait pouvoir compter sur les mêmes outils qu'elle utilise pour empêcher les attaques aériennes ukrainiennes à grande échelle, la couverture aérienne par des chasseurs et les défenses aériennes au sol. Les drones, volant bas et lentement, sont difficiles encore à détecter par les radars aéroportés, et les chasseurs russes trouvent l'espace aérien ukrainien de plus en plus hostile en raison de défenses aériennes intactes. La Russie ne dispose pas de capacités dédiées à la destruction des défenses aériennes ennemies, similaires à celles des États-Unis. Elle a surtout utilisé des missiles et des forces spéciales pour neutraliser le vaste stock de défense aérienne soviétique de l'Ukraine. Alors que les États-Unis utilisent un cycle rapide de chasse et de destruction pour éliminer physiquement les radars et les lanceurs en quelques minutes, la doctrine russe est moins agressive, se contentant souvent de neutralisations temporaires qui ne font qu'étouffer ou brouiller les signaux. La mobilité ukrainienne et la mauvaise planification russe ont permis à la majorité de survivre à l'attaque initiale. Et maintenant, ils ont été regroupés, fermant de plus en plus l'espace aérien ukrainien aux avions russes. Les forces aérospatiales russes hésitent de plus en plus à pénétrer profondément en Ukraine. Pour ne rien arranger à l'offensive sur Kiev, plusieurs ponts clés ont été détruits par les défenseurs ukrainiens. On s'attendait à ce que ces ponts soient rapidement capturés et sécurisés par les forces spéciales, mais les forces spéciales ukrainiennes ont rendu cela difficile, voire impossible dans la plupart des cas. Les forces spéciales ukrainiennes attaquent régulièrement les convois russes, avec des missiles anti-chars occidentaux, puis se replient dans la campagne. Dans la matinée du troisième jour, la Russie cherche à rouvrir un pont aérien vers Kiev en attaquant Vassilkiv et la base aérienne voisine. Malgré de forts tirs anti-aériens, les parachutistes russes atterrissent en nombre près de Vassilkiv et marchent vers la base aérienne. Des agents dormants, installés en ville dans les mois précédant la guerre, rejoignent les Russes. Ils tombent sur la 40e brigade d'aviation tactique, qui les attendait, et doivent battre en retraite. La deuxième tentative d'établir un pont aérien vers Kiev échoue, et la Russie est finalement contrainte d'abandonner complètement le plan. Le plan de 3 jours pour renverser le régime de Kiev a clairement échoué, au grand embarras mondial de la Russie, qui, lors de son attaque, avait clairement établi un parallèle entre ses propres capacités et celles des États-Unis d'Amérique. Les forces russes attaquent avec succès la centrale hydroélectrique de Kiev, mais subissent d'importantes pertes. Ils occuperont la centrale 24 heures, avant d'être repoussés le lendemain. Les forces spéciales ukrainiennes localisent et ciblent le détachement Kadyrivite chargé de l'assassinat du président Zelensky. Un groupe est intercepté et détruit en périphérie de Kiev, alors que des drones repèrent 2 autres concentrations de troupes tchétchènes. La garde nationale ukrainienne et les forces spéciales du groupe Alpha attaquent les 2 formations tchétchènes, leur infligeant de lourdes pertes et les forçant à battre en retraite. À l'est, les forces russes admettent qu'un blitzkrieg sur Kharkiv est impossible. Les Russes modifient leur tactique, cessant d'envoyer de l'infanterie légère et des éclaireurs dans des assauts suicidaires pour tenter d'ouvrir des voies d'accès à la ville. La Russie déploie ses forces pour encercler et isoler la ville, tout en utilisant sa tactique historique de bombardement des civils à l'intérieur même de la ville, avec de l'artillerie à longue portée. Malgré cela, l'Ukraine garde fermement le contrôle de cette ville stratégiquement importante dans la région du Donbass. Les avancées russes se poursuivent, mais l'effondrement attendu de l'armée ukrainienne ne se produit pas. À l'extérieur de Mariupol, l'offensive russe prend de l'ampleur. Il est maintenant clair que prendre Kiev devient peu probable. L'attention se porte donc sur Mariupol.
En tant que grand centre industriel, Mariupol est stratégiquement et politiquement important. Mais ce qui compte le plus pour l'effort de guerre russe, c'est la possibilité de sauver la face en s'en emparant. En 72 heures de combat, la victoire annoncée en 3 jours à l'échelle mondiale ne se concrétise pas. Si la Russie parvient à s'emparer de Mariupol, cela aidera le pays à sauver la face sur le plan politique. En fin de journée, l'offensive russe au nord-est reste à 30 km du centre de Kiev, mais sa logistique et sa capacité de combat se dégradent à cause d'une mauvaise planification et des attaques ukrainiennes. Les planificateurs russes admettent que Kiev ne tombera pas bientôt et préparent une campagne terrestre plus classique contre la ville. Ils ont le matériel, mais il est enlisé dans un embouteillage grandissant qui deviendra bientôt légendaire dans l'histoire de la guerre moderne. Voilà la véritable image après 3 jours. La Russie est à portée de frappe de Kiev, mais ne la contrôle pas. Les calculs du Blitzkrieg ne tiennent plus. Trop de routes, trop peu de carburant, trop d'embuscades et aucun pont aérien sécurisé pour relancer le rythme. Ainsi, la guerre passe d'un sprint à une épreuve d'endurance. À partir de maintenant, chaque kilomètre vers la capitale devra se payer. À l'ancienne, avec des avancées lentes, de l'artillerie lourde et une logique de siège. La stratégie de l'Ukraine vise à bloquer, affaiblir et désorganiser ses colonnes assez longtemps, pour que les défenseurs et l'aide extérieure transforment le temps en armes. Où tout cela va-t-il finir ? Au moment de cette vidéo, 4 ans après son déclenchement, le 24 février 2022, la réponse reste inconnue. Merci d'avoir regardé. Retrouvez nos analyses approfondies sur notre nouvelle chaîne sur ce qui s'est réellement passé sur le champ de bataille, en Ukraine et au-delà. Si cela vous plaît, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et commentez avec le prochain conflit, bataille ou campagne à couvrir. À bientôt sur le champ de bataille.